Alors bonjour mesdames et messieurs, je me présente, mon nom est Sylvain Pelchat, je suis du Centre de formation en commerce international. Je suis également chargé de cours au Cégep Marie-Victorin en transport et logistique dans le cadre d'un cours de commerce international à Montréal, Québec, au Canada. Et également, j'ai été collaborateur à la 3e édition du livre Le commerce international, qui a été écrit par Isabelle Limoges et Carl Méville-Dechaine, et qui est chez Gaétan Morin, éditeur. Alors rapidement, aujourd'hui, le sujet que j'aimerais vous entretenir, c'est concernant un changement important, un changement majeur qui a eu lieu dans le cadre du commerce international, et on parle ici des Incoterms 2010. Alors, les Incoterms, c'est une idée de la Chambre de commerce international qui est quand même en place depuis 1936. Incoterms veut dire International Commercial Terms, et c'est des standards qui sont établis entre les vendeurs et les acheteurs afin d'établir principalement qui est responsable dans le cours d'une transaction internationale où on va déplacer des marchandises physiques, bien entendu, peu importe le produit qu'on a déplacé d'un pays vers un autre. Alors, on a un acheteur et un vendeur qui sont à deux endroits différents. Et de quelle façon on va légiférer en termes de savoir qui a à payer le transport et qui est responsable de prendre des risques en cours de transport. Alors aujourd'hui, la capsule qui va durer quelques minutes n'est pas une formation sur les Incoterms, mais bien de vous peindre un tableau rapide de la situation et dans un deuxième temps, expliquer quels sont les avantages pour une entreprise d'utiliser, et sciemment bien entendu, les Incoterms 2010. Alors, sans plus tarder, juste vous expliquer que les Incoterms 2010, malgré leur nomenclature, sont en force depuis le 1er janvier 2011. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils sont nés, dans le fond, de 5 éléments qui ont fait en sorte que les Incoterms 2000 étaient devenus obsolètes, ou obsolètes, on pourrait dire, et au niveau de la Chambre de commerce international, on a senti le besoin de faire une modification. Alors, rapidement, il y a les 5 éléments. Bien entendu, au début des années 2000, l'Union européenne était à ses premiers balbutiements, bien entendu. Aujourd'hui, on connaît la présence des 27 pays de la communauté européenne, la force de l'euro, il y a un paquet de choses qui ont changé. Mais la principale chose qui a changé, c'est que les Européens qui étaient les plus grands utilisateurs, ou parmi les plus grands utilisateurs des Incoterms à travers le monde, ont poursuivi l'utilisation des Incoterms, alors qu'il y avait eu abolition des frontières. Alors que j'étais un fabricant en France et je vendais un client en Allemagne, même si les douanes avaient tombé, on continuait d'utiliser les Incoterms pour légiférer notre transaction, à savoir qui du vendeur ou de l'acheteur doit payer le transport et assumer les coûts. Alors, donc, les Incoterms 2000 ne touchaient que le commerce international. Maintenant que la zone européenne est rendue une zone économique sans frontières, donc ça devenait dans le fond du transport domestique. Et les anciens Incoterms ne légiféraient que le transport international. Alors maintenant, les nouveaux Incoterms légifèrent également, les Incoterms 2010 légifèrent également des transactions domestiques. Alors, même chose pour les Nord-Américains, par exemple, donc dans l'espace économique du Canada, où on a 10 provinces, 4 territoires, c'est le même principe. On peut utiliser les Incoterms, par exemple, lorsqu'on déplace des marchandises du Québec à l'Alberta, par exemple, ou encore aux États-Unis, de l'Ohio en direction, par exemple, du Maryland. Ou même entre le Canada et les États-Unis, on va utiliser les Incoterms, par exemple, entre le mouvement de marchandises de Gaspé au Québec qui va aller jusqu'à San Antonio au Texas, par exemple. Le deuxième volet, on parle des États-Unis. Justement, le deuxième volet, c'était le désir des Américains de joindre, de s'harmoniser de plus en plus avec la communauté internationale. On sait aux États-Unis qu'il y a les termes UCC, donc ils ont leurs propres termes, 6 termes qui viennent légiférer cet aspect-là. Et avec l'élection de Barack Obama en 2008, et l'arrivée des démocrates au pouvoir, c'est justement la réouverture vers les autres pays. Donc, le synchronisme, en bon français, le timing, était bon à ce moment-là. Également, bien entendu, en 2000, si on compare à 2010, en 2000, on avait encore beaucoup de transactions qui se déroulaient papier. Il y a beaucoup de mouvements aux frontières routières où beaucoup de papier est impliqué. On arrive en 2010, on utilise de plus en plus des documents électroniques. Certains sont maintenant reconnus comme valables dans le cadre de transactions internationales. Donc, il fallait tenir compte de ça également dans les Incoterms 2010. Également, bien entendu, on est en 2000, donc septembre 2001 n'était pas encore arrivé. Donc, toutes les modifications qu'il y a eu au niveau des
la sécurité. Alors, principalement, le programme CTPAT, là, qui est le Custom Trade Partnership Against Terrorism, que les Américains ont implanté sur leur territoire pour les marchandises qui rentrent aux États-Unis et qui a eu des découlantes à partir de 2005 à l'Organisation mondiale des douanes avec le programme SAFE, qui a découlé par la suite sur différents programmes, soit continentaux, comme par exemple pour les Européens qui s'appelle l'opérateur économique agréé, au Japon, même nom encore, en Corée, au Canada, ça s'appelle partenaire en protection. Alors, les différents pays ont joint cette communauté-là et maintenant, on a plus de 150 pays signataires de ça, mais vraiment en implantation et en reconnaissance mutuelle, on tourne avec une trentaine de pays parmi les plus importants au niveau du commerce international. Donc, il fallait tenir compte de ça également, l'aspect de sécurité, autant au départ et à l'arrivée des marchandises dans les Incoterms. Et bien entendu, dans les Incoterms 2000, ceux qui étaient familiers avec les Incoterms, on avait notre fameuse ligne pointillée qu'on appelait la ligne de bastingage. Donc, par exemple, dans le cadre d'un FOB où j'avais les marchandises qui partaient du quai pour aller dans le bateau, mais là, on comprend le lien où la marchandise est soulevée du sol, et en cours de route, on est en train de le charger dans le bateau, ça tombe, et là, ça tombe où? Ça tombe-tu sur le bord du bateau, dans le bateau, sur le quai? Donc, il y a eu des disputes à cause justement de la fameuse ligne imaginaire. Les nouveaux Incoterms 2010 ont fait disparaître cette ligne imaginaire-là. Alors, c'est pas compliqué. La marchandise, est-elle sur le quai ou est-elle dans le bateau? Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, donc, rapidement pour nous peindre ça. Maintenant, quels sont les Incoterms, quels sont les changements ou quelles sont les améliorations? Alors d'abord, en 2000, il y avait 13 Incoterms qui étaient tous partie prenante du même bloc. Donc on pouvait, selon la situation, utiliser n'importe lequel de ces 11-là. La première chose que la nouvelle mouture des Incoterms 2010 a amené, c'est vraiment un scindement, une scission entre les Incoterms multimodaux qui sont utilisés par la majorité dans la majorité des transactions internationales, et ils impliquent donc multimodal, donc ils peuvent impliquer des mouvements de bateaux, de camions, de trains, d'avions, bien entendu. Et on a à ça ségrégué, enlevé 4 Incoterms qui sont dédiés exclusivement au transport maritime. Alors principalement au transport des liquides, donc les pétroles, le minerai, le grain, qui se font par exemple d'un port, PORT bien entendu, d'un port à un autre. Alors, où est-ce qu'on n'a pas nécessairement d'autres modes de transport d'impliquer. Donc, souvent, on a nos usines, par exemple, pétrolières ou nos raffineries qui sont carrément sur le quai. On branche les boyaux, on met les convoyeurs, quoi que ce soit, on transite dans le bateau. Et ensuite de ça, le bateau va arriver dans le pays de destination. Et ce sera le même principe. Ça sera déchargé à la raffinerie, à l'usine, au smelter qui sera sur le tout près du fleuve ou tout près du... Donc, maintenant, dans les 13 Incoterms qu'on avait en 2000, on est rendu à 11. Et dans ces 11-là, on les a séparés en 4 pour le maritime, que je ne prendrai pas beaucoup de temps aujourd'hui à parler. Je vais surtout me concentrer sur les 7 autres qui sont les Incoterms multimodaux qui touchent la majorité des gens. Alors, dans le multimodal, on a bien entendu Ex-Works qui est relativement semblable à celui, pareil comme celui qu'il y avait en 2000. Donc, c'est vraiment la responsabilité du vendeur se termine aussitôt, par exemple, que la marchandise est soulevée du sol sur son quai. Donc, sa responsabilité à lui, c'est de préparer, emballer la marchandise, la mettre sur le quai à la disposition de l'acheteur qui va envoyer son camionneur, par exemple, pour venir récupérer. Aussitôt qu'on ramasse la marchandise, toute la responsabilité est à l'acheteur. Ça, c'est ce qu'on appelle Ex-Works, usine souvent, ou le plan. Le deuxième Incoterm, dans le pays d'origine, donc où la responsabilité, elle est toujours à l'acheteur, l'acquéreur, c'est le fameux FCA qui peut se dérouler de deux façons, c'est-à-dire le camion peut reculer à l'usine, même chose qu'on a vu tantôt avec Ex-Works, sauf que là, la responsabilité de charger la palette dans le camion est dévolue à notre vendeur. Par contre, quand la marchandise est dans le camion, toute la responsabilité est à l'acheteur, donc celui qui fait l'acquisition. Puis également, ça pourrait être justement le camion qui va à l'usine, ou encore dans un FCA, ça peut être également une autre possibilité, où le vendeur, le fabricant du produit ou le distributeur doit l'amener, toujours dans le pays d'origine, doit l'amener dans un entrepôt ou au port ou à l'aéroport, à l'endroit défini par l'acheteur. Et lorsque là, l'endroit où on va livrer, ils ont pris possession de la marchandise, toute la responsabilité devient à l'acheteur. Donc, ça, c'est au niveau du FCA. C'est de très, très bons Incoterms à travailler dans le pays d'origine. Il y a également il y en a deux, donc des jumeaux. Il y a le CPT et le CIP. La différence entre les deux, c'est que dans le CIP, il y a une assurance qui est incluse. Donc, le I veut dire insurance. Faites attention, par contre, la majorité du temps, les transitaires ou ceux avec qui vous allez travailler vont vous accoler une assurance perte totale. Assurez-vous qu'elle soit tout risque.
TOUS, donc tous les risques protégés et non pas juste en cas de perte totale. Ça, c'est important. Donc, dans le cas de cet incoterm-là, c'est que la responsabilité du vendeur va se terminer lorsqu'il aura remis la marchandise au premier transporteur dans le pays d'origine, en termes de risque, même si c'est lui qui paye le transport jusqu'à l'endroit convenu de destination. Donc, mon vendeur va payer le transport, en bref, va payer le transport, mais va n'assumer la responsabilité que dans le pays d'origine, tout simplement. Ensuite de ça, on a, et le I veut dire que la transaction est assurée, donc le vendeur va prendre une police d'assurance dont l'acheteur est le bénéficiaire. Donc, si un pépin en cours de route, l'avion tombe, le bateau coule, peu importe, c'est à l'acheteur de faire la réclamation. Deux nouveaux incoterms maintenant du côté de la livraison, donc dans le pays de destination. Donc, il va commencer par D pour destination ou delivery. Alors, on a le DAT, qui est le Delivery at Terminal, qui veut tout simplement dire livraison au terminal. Alors, la responsabilité du vendeur dans le cas d'une transaction DAT, c'est qu'on doit payer le transport et assumer les risques jusqu'à temps que ça arrive dans le pays de destination au terminal. C'est-à-dire que si je fais une transaction qui va arriver au port du Havre, lorsque l'autorité portuaire du Havre va acquiescer ou approuver la réception de tel conteneur à 10h59 telle journée, à ce moment-là, le vendeur va payer les frais de terminaux va payer les frais de déchargement, mais après ça, tous les frais et la responsabilité est à l'acheteur. L'autre incoterm, il y en a deux autres, l'autre nouvel incoterm s'appelle le DAP, donc Delivery at Place, donc livraison à l'endroit convenu. C'est-à-dire que cette fois-là, le vendeur doit payer et le transport et prendre le risque jusqu'à la destination finale sans prendre les droits et taxes et les douanes, bien entendu. Donc, il ne paiera pas les frais de douane qui vont être à l'acheteur. Et le DDP qui n'a pas changé, donc le Delivery Duty Paid, où encore une fois, c'est le vendeur qui paie la transaction au total, c'est-à-dire qu'il va payer pour le transport, assumer les risques en cours de route, et là aussi, il va prendre les droits et taxes. Okay? Donc, faites attention, dépendant dans quel endroit vous êtes à travers le monde, vous savez qu'il y a des endroits, des espaces économiques ou des pays où des transactions, par exemple, au Canada, ici, nous, les taxes ne sont que de 5% à l'entrée au Canada. Par contre, lorsqu'on veut entrer en Union européenne, par exemple, ben ça avoisine les 20%. Donc, il faut faire attention. Donc, si on n'est pas une compagnie dûment enregistrée en Europe, je ne pourrais pas récupérer cette TVA-là, qui est la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, juste faire attention à ça dans vos transactions. Qu'est-ce que cela représente pour l'entreprise? Donc, pour le vendeur ou pour l'acheteur, c'est quoi que ça représente? Alors, bon, bien entendu, le fait de simplifier les incoterms et aussi de réduire le nombre, c'est beaucoup plus simple. Alors, quand je suis dans le multimodal, entre autres, je travaille avec 7. Quand je suis juste dans le maritime, je travaille avec 4. Donc, ça simplifie quand même les choses. Beaucoup plus facile également à transmettre cette information-là à mes gens aux opérations également. Mais quand je parle des gens aux opérations également, dans le cadre des incoterms, c'est très important que les acheteurs, donc si vous êtes dans un mode acquisition, ou les vendeurs de l'autre côté, connaissent bien les incoterms avec lesquels vous, en tant qu'entreprise, dans votre stratégie, avez établi que vous voulez travailler. Principalement, les vendeurs doivent savoir que si votre liste de prix est faite ex-works, ben, on s'assure que lorsqu'on travaille avec les clients de l'autre côté, on s'assure de ne pas aller à l'autre extrême et dire, pour faire une vente absolument, on va vous le vendre DDA. Là, ça peut être la différence complète entre faire des sous et ne pas faire de sous. Alors ça, c'est important de comprendre. Bien entendu, plus clairs seront l'utilisation des incoterms. Et bien entendu, l'utilisation des incoterms ne se fait pas au téléphone de façon vocale, mais doivent être par écrit. Alors, est-ce qu'on va confirmer la transaction sur la facture pro forma, par exemple, ou encore dans une entente ou un contrat de vente? Dans certains cas, ce ne sont pas des commodités qu'on va s'échanger à quelques centaines de dollars ou quelques milliers ou dizaines de milliers de dollars. Dans certains cas, c'est des transactions de centaines de milliers, de millions de dollars. Alors, souvent, il va y avoir des contrats de vente. Donc, l'important, c'est qu'il y ait une entente au départ, dans la négociation. Je veux dire, un acheteur, par exemple, qui va acheter un produit à l'étranger, son travail n'est pas terminé juste à la négociation du produit, du prix. Il a eu un super prix, il est super content, sauf qu'il assumait que le transport serait payé par le vendeur, et le vendeur assumait que le transport serait payé par le... Souvent, on a un litige, on a une perte de temps, on a une perte d'argent, bien entendu. Donc, la négociation pour l'acheteur doit comprendre l'incoterm aussi. Alors déjà, on peut confirmer par bon de commande, par exemple,
que l'Incoterm sera un FCA livré à mon transitaire, à cet endroit-là, cette adresse-là, tout simplement. Et lorsque le manufacturier le confirme, ben, vous savez très bien que dans le prix qu'il vous a fait, ce sera lui à aller le livrer dans le pays d'origine toujours, mais il aura livré chez votre transitaire. Donc, la marchandise sera entre vos mains. Après ça, ce sera à vous de l'amener dans votre pays. Donc, c'est important que ce soit écrit. Donc, finalement, un Incoterm vocal, essayer de défendre ça, ça peut être assez compliqué. Donc, il doit faire partie de la négociation, comme je viens de mentionner. Alors, donc, c'est un peu le but de la capsule d'aujourd'hui, c'était plus de vous dire, écoutez, il y a eu des changements au niveau des Incoterms, prenez-les au sérieux parce que ça doit faire partie de votre transaction. Ça peut éviter justement des coûts, ça peut éviter des litiges. Dans certains cas, ça peut éviter même des fermetures d'entreprise. Alors, pour en savoir un peu plus long, je vous conseille bien entendu la 3e édition du livre Le commerce international, écrit par Isabelle Limoges et Carl Miville-Deschênes, que vous allez retrouver tout simplement chez Gaétan Morin Éditeur. Alors, ici Sylvain Pelchat, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous donner un coup de main. Et vous avez besoin d'informations additionnelles, contactez-nous ou allez nous voir tout simplement sur notre livre. Merci, bonne journée.